Bonjour amis du blog changementpositif.fr, le blog pour vivre la vie qui vous ressemble. C'est Didier pour vous présenter un livre à vivre particulièrement pertinent pour comprendre la crise de la quarantaine et toute crise existentielle. C'est Le bonheur d'être soi de Moussa Nabati. Sauf que là, j'ai l'immense plaisir d'en parler avec l'auteur lui-même. Monsieur Nabati, bonjour. Et merci de nous consacrer du temps pour aider nos amis du blog à avancer dans leur vie. Vous êtes psychanalyste, thérapeute, chercheur, docteur en psychologie, auteur de plusieurs ouvrages. Et la rencontre en librairie avec votre livre Le bonheur d'être soi a été une surprise très forte pour moi. J'ai vu mon histoire, celle de beaucoup d'autres. Donc ça peut être une vie riche, a priori réussie, mais épuisante, étouffante, décevante, au point de sentir la nécessité de la changer en profondeur, mais sans forcément avoir la compréhension de ce malaise, ni des moyens de changer. Alors, ma première question, c'est d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce thème pour le livre ? Ce qui m'a amené à choisir le titre, déjà le titre le plus important dans ce livre, c'est Le bonheur d'être soi. Mais le thème le plus important qui me travaille et sur lequel je travaille, c'est pas vraiment le bonheur, mais c'est le fait d'être soi. Alors quelquefois les gens ils croient que c'est un livre comme des autres, c'est-à-dire comment faire pour trouver le bonheur, comment être pour être heureux. En fait, donc c'est le bonheur d'être soi, c'est-à-dire ce qui importe beaucoup pour moi. Pour moi, évidemment, c'est le but de toute la psychothérapie, de toute la psychanalyse, et c'est comment arriver à se différencier, à se distinguer, à se séparer du désir de l'autre, du conformisme social, à prendre ses distances vis-à-vis de la pulsion, etc. Mais comment est-ce qu'on peut arriver peu à peu à devenir un tant soit peu soi? Et puis grâce à l'évitement des confusions, vous voyez, confusion de sectes, de générations, etc. De se différencier. Et donc je soutiens dans ce livre qu'effectivement la source de la joie, le bonheur, c'est dans cette espèce de réconciliation avec soi, donc de devenir soi, d'habiter sa maison soi, d'échapper le plus possible à toutes les confusions, à tous les mélanges possibles. Et j'ai noté que c'était un livre qu'on pourrait dire politiquement incorrect, parce qu'il y a une critique bien argumentée de la société de consommation. Est-ce que c'est un élément important du mal-être, ce poids de la société de consommation? Oui, c'est-à-dire que déjà, quand on regarde déjà le concept du bonheur, effectivement, la société de consommation présente le bonheur, comme un objet commercial, comme un objet. Donc, par exemple, tout le marketing et toute la publicité est basée effectivement là-dessus. C'est-à-dire, vous êtes malheureux, vous n'allez pas bien, parce que vous n'achetez pas ceci, parce que vous ne consommez pas cela. Et puis même sur le plan politique, parce que vous ne votez pas pour le parti qu'il faut, le mieux, pour la personne le mieux. Donc toute la politique, la propagande commerciale politique est basée justement sur, si vous voulez, l'objectivation, la marchandisation du bonheur, comme quelque chose qui est à l'extérieur, si on y arrive et si on le consomme, évidemment, on peut trouver le bonheur. Alors ça peut être la consommation des objets, mais ça peut être aussi la consommation des personnes, la consommation cannibalique des personnes. C'est-à-dire que, par exemple, l'importance trop exagérée qu'on accorde à l'heure actuelle à l'amour et à la sexualité, comme source de bonheur, justement, trahit effectivement cette marchandisation, cette chosification, du bonheur, et puis effectivement cette société de consommation. Et puis effectivement, c'est quelque chose que j'ai essayé de montrer, avec tous les dangers, de manipulation que ça comporte. D'accord. C'est-à-dire avec tous les risques qu'en fait,
cette marchandisation et cette consommation fasse qu'en fait on s'éloigne de soi, et c'est-à-dire au lieu de se retrouver, on s'éloigne de soi, et au lieu d'être satisfait, on est de plus en plus insatisfait, et au lieu, voilà, que notre vide soit comblé, il devient de plus en plus important. Et c'est vrai que pour beaucoup, le bonheur, parce que c'est la notion dont on parle le plus dans notre société, c'est d'avoir amour, famille, richesse, réussite sociale. Mais en quoi n'est-ce pas le bonheur? Oui, parce que si vous voulez, bien sûr, enfin, avoir de l'argent, être jeune, être en bonne santé, avoir des liens d'amour et de sexualité, bien sûr, pourquoi pas, c'est très bien. Mais le problème important, c'est que, voilà, tous ces éléments, si vous voulez, donc, comptent à partir du moment où l'individu, alors voilà, c'est exactement la définition que je donne du bonheur dans mon livre, a une espèce de disponibilité intérieure, c'est-à-dire qu'il a un accueil, c'est-à-dire qu'il est capable de recevoir le bonheur, il est capable de jouir, il est capable de prendre plaisir, il est capable de s'épanouir. Voilà. Alors, ce qui fait que si vous n'avez pas cette disponibilité en vous, alors à cause d'un certain nombre de facteurs qu'on énumérera tout à l'heure, si vous n'avez pas cette disponibilité en vous, vous pouvez avoir absolument tout ce que vous voulez, gagner au loto, enfin, des femmes, des hommes, enfin, voilà, donc des maisons, tout ce que vous voulez, mais vous ne serez pas heureux. C'est-à-dire tous ces éléments, même la santé, c'est-à-dire quelquefois, en fait, la santé, la jeunesse, ce sont des choses à qui on attache beaucoup d'importance quand on les a pas. Et quand on les a, on les oublie. Donc, la façon dont j'ai essayé de définir le bonheur, c'est avoir cette disponibilité. Parce que quand vous avez cette disponibilité intérieure, si vous n'avez pas de frein, si vous n'avez pas d'empêchement, si vous n'avez pas d'écueil intérieur, alors à ce moment-là, même si vous n'êtes pas jeune, même si vous n'êtes pas beau, même si vous n'êtes pas riche, voyez, donc vous pouvez effectivement accéder à la joie et accéder au bonheur. Il n'y a pas de conditions extérieures, il n'y a pas de conditions matérielles, concrètes extérieures. Alors c'est pour ça que ça veut dire que quand on va pas bien, ça ne veut pas dire qu'il nous manque quelque chose et quelqu'un dans l'extérieur. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un manque concrètement et extérieurement réparable. Ça veut dire que voilà, donc à l'intérieur de nous-mêmes, il y a comme une espèce de refus d'être bien dans sa peau, d'être heureux. D'accord. Alors, si vous voulez, ce qui empêche le bonheur, parce que si vous voulez, le bonheur est tout le temps là, tous les jours est là, à tous les moments. Alors, j'ai comparé le bonheur au soleil, c'est-à-dire que le soleil, il brille tous les jours et partout sans exception. Et quand on ne le voit pas, ça n'est pas parce qu'il n'existe pas, mais simplement parce qu'il est empêché par des nuages entre le soleil et la terre, les humains. Alors, ce qui est à fonction de nuages, si vous voulez, en fait, c'est la dépression infantile précoce. C'est-à-dire, la dépression infantile précoce, c'est un état de dépression, qui s'installe précocement chez l'enfant. Pourquoi? Parce que il a été victime, si vous voulez, d'une carence matricielle. Alors enfin, c'est un peu long à expliquer. La carence matricielle, ça veut dire que qu'il n'a pas fait le trop plein de l'amour, de l'enveloppement, de la chaleur, de la présence, de l'affection de sa mère, même avant la grossesse, et pendant la grossesse et pendant la petite enfance. Alors, quand l'enfant, il n'a pas fait le plein, il n'a pas été complètement rassasié sur le plan de l'amour maternel, à ce moment-là, il développe effectivement la dépression infantile précoce, qui vient s'incruster dans ce vide maternel. Et quand on a cette dépression infantile précoce, eh bien, ça s'accompagne d'une très grande culpabilité. C'est-à-dire qu'en fait,
l'enfant qui a été victime, si vous voulez, de désamour, de délaissement, d'abandon, il croit, il est absolument persuadé que c'est parce qu'il a été mauvais. C'est de sa faute. C'est parce que donc il ne mérite pas d'avoir cette présence nutritive, nourricière de sa mère. Alors ce qui fait que justement, voilà, une des causes importantes du refus du bonheur, c'est effectivement la culpabilité, c'est-à-dire je suis mauvais, je ne mérite pas. Alors c'est pour ça que quand vous avez cette dépression infantile précoce et quand vous avez cette espèce de culpabilité de la victime innocente, vous avez été victime, mais la faute est toujours du côté de la victime. Quand vous avez cette culpabilité, vous pouvez vous épuiser à chercher le bonheur. Eh ben, vous ne dégusterez pas, vous ne vous l'accorderez pas parce que vous ne méritez pas, parce que vous n'êtes pas digne, parce que vous êtes coupable, parce que voilà, il faut plutôt que vous soyez dans une position masochiste et non pas dans une position de jouissance et d'épanouissement. Mais à propos de cette DIP qui est un thème essentiel du livre, le bonheur d'être soi, la question que je me posais, c'est donc on a obligatoirement tous une histoire familiale qui peut être plus pénible ou moins pénible. Est-ce que on a bon, je dirais la DIP, est-ce que c'est pour tout le monde et est-ce que on peut en sortir? Comment on peut régler son histoire? Oui. Donc oui, enfin bon, il y a des gens qui ont enfin ça dépend des histoires. Il y a des gens qui ont des histoires, voilà. Enfin, on a tous des problèmes, des aléas de l'histoire. Il y a des hauts et des bas de l'histoire, mais la nature des aléas de l'histoire n'est pas la même pour tout le monde. C'est-à-dire que quand vous êtes né, par exemple, si vous perdez votre maman pendant l'accouchement, à la couche, voilà. C'est pas pareil que si vos parents ont divorcé, donc il y a des choses plus importantes que d'autres. Oui. Si par exemple vous étiez jumeaux quand vous étiez dans le ventre de votre maman, et voilà, vous avez perdu l'autre jumeau, donc voilà, c'est pas pareil. Quand vous êtes dans le ventre de votre maman et quand le papa s'en va, il disparaît, il apprend la grossesse, ça lui plaît pas, il disparaît, c'est pas la même chose que quand vous étiez à l'école et vous avez eu une punition. Donc, si vous voulez, on peut dire d'une façon générale que tout le monde a une dépression infantile précoce, voilà. Mais ça n'est pas du tout de la même, enfin, ça dépend de l'âge de l'enfant, ça dépend de l'intensité du traumatisme, parce qu'en fait, tout le monde a un traumatisme ou un autre. Tout le monde reçoit des chocs. Et d'ailleurs, il ne faut pas négativiser le choc, parce que le choc, enfin, c'est comme des microbes, hein, dans la vie réelle. C'est quelque chose qui a une valeur, enfin, de fortifier notre système immunitaire de défense. Parce que si vous n'avez pas de microbes, ben, vous mourrez dans l'instant même. Parce que votre organisme ne se défend pas. C'est exactement ce qui se passe dans les maladies, enfin, dans le sida. Donc, on peut dire, de façon générale, mais enfin, c'est une hypothèse, hein, on n'a pas la preuve tangible sous les yeux, que tout le monde a une DIP, et voilà, mais ça dépend de la nature, du degré d'intensité, du moment où cette DIP est arrivée ou pas. Alors, ce qui fait que la différence, c'est que voilà, quand vous avez une DIP importante, enfin précoce, ça fait vraiment comme 5 freins à main, vous voyez, donc des blocages, voilà, enfin, une chape de ciment. Et puis quand vous avez une petite DIP, ben voilà, donc vous avez toujours une petite culpabilité. Mais à ce moment-là, quand on a une DIP moins importante, on peut éprouver aussi l'angoisse, la culpabilité. C'est beaucoup moins fort. Et puis la plupart du temps, c'est beaucoup plus en rapport avec l'extérieur, c'est-à-dire ça se justifie de façon extérieure, alors que la dépression infantile précoce, quand elle est profonde et quand elle est intense, ça ne se justifie absolument pas par le dehors. Enfin, c'est déconnecté par rapport aux expériences de vie, et voilà, et qui font que voilà, que par exemple une femme ne s'autorisera pas
à avoir des relations sexuelles, d'avoir un mari, d'enfanter, et voilà, elle se mettra toujours dans des positions de loser, de perdante, d'échec, et voilà, alors qu'elle peut même en avoir la possibilité, elle aura une image extrêmement négative d'elle, et voilà, ce qui fera qu'effectivement, elle passera sa vie dans l'autodestruction et dans l'expiation, parce que la dépression infantile précoce, c'est-à-dire avec tout son cordège de culpabilité et de l'interdiction, de la prohibition est forte. D'accord. Ce que aussi vous soulignez, c'est que par rapport à cette quête du bonheur, hein, parce que la quête du bonheur, elle est permanente. Chaque individu ne parle que de ça. Dès qu'on rencontre quelqu'un, il parle du bonheur. On a l'impression que c'est une chimère par rapport à ce que l'on peut comprendre. Oui. Mais justement, est-ce que vous avez une notion qui m'a beaucoup intéressé, c'est, vous avez dit dans votre livre, c'est il faut avoir envie et non pas besoin. Et voilà. Ça me semblait être intéressant, mais je voulais juste rajouter, c'est envie et non besoin, mais comment ne pas confondre? Comment savoir qu'on est bien dans l'envie et pas dans le besoin? Si vous pouviez parler de cet aspect. Oui. Et donc, effectivement, oui, enfin, il y a beaucoup de choses. Enfin, tout de suite, oui. Quelle est la différence entre le désir et le besoin? Oui. Alors, si vous voulez, dans le besoin, si vous voulez, en fait, on en a que 3. Il y a que 3 besoins, et pas 4. Alors, on a besoin de manger, de boire et de dormir. Ça veut dire que quand on ne mange pas, on meurt. Quand on ne boit pas, on meurt. Quand on ne dort pas, on meurt. D'accord. Tout le reste, on peut s'en passer, il n'y a pas de problème. Alors la différence entre le désir et le besoin, c'est qu'effectivement le besoin, c'est quelque chose de très massif, de très intense, de très fort. Ça devient quelque chose d'impérieux, d'urgent. Ça devient quelque chose de vital en comparaison par rapport à nos besoins organiques. Alors que le désir, est justement, n'a pas besoin d'être réalisé. C'est-à-dire que voilà, c'est souple, on peut attendre, on peut patienter, on peut y renoncer, et vous voyez, donc c'est pas vital. Alors ça veut dire que quand vous subissez une rupture amoureuse, par exemple, hein, dans la rupture amoureuse, il y a des gens qui, voilà, ils ont une rupture amoureuse, ils sont malheureux, déprimés, etc. Et puis quelque temps après, voilà, donc ça se cicatrise, et voilà, on peut commencer à aimer quelqu'un d'autre, on peut se sentir aimé par quelqu'un d'autre. Et puis voilà, après la cicatrisation, le cours de la vie reprend. Mais par contre, chez d'autres personnes, la séparation, la rupture amoureuse, les plonge dans une dépression très noire, leur enlève complètement le sens de la vie et l'utilité d'exister. Il y en a qui se suicident, il y en a qui tuent leurs femmes, leurs enfants et se donnent la mort, etc. Voilà, donc ça veut dire à ce moment-là qu'ils étaient dans le besoin effectivement d'amour, dans le besoin de l'autre, en raison de la présence d'une dépression infantile précoce très massive, et donc ils n'étaient pas dans le désir, donc c'est-à-dire dans le désir fait que, alors justement, à partir du moment où on est dans le besoin, on a une telle exigence de lien fusionnel, vous voyez, que premièrement, on n'est jamais sûr d'être aimé, c'est-à-dire on doute toujours. Non, c'est pas vrai qu'il m'aime. Enfin, on cherche des preuves, des démonstrations. Donc, on n'est jamais satisfait. On ne trouve jamais l'amour comblant. C'est-à-dire, on ne croit pas dans l'amour de l'autre parce qu'en fait, puisqu'on ne mérite pas, donc on reçoit pas. On a du mal à recevoir. Et puis ensuite, on est tellement exigeant. Quand on est dans le besoin et non pas dans le désir, qu'on fait fuir les autres. D'accord. On met les autres devant le fait qu'en fait, ils ne pourront jamais nous combler, ils ne pourront jamais nous satisfaire. Alors, ce qui veut dire que, en fait, pour arriver à établir des relations avec quelqu'un, il faudrait être dans le désir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire justement de ne pas en avoir un besoin.
C'est-à-dire que, voilà, quand on a un besoin vital, on n'est jamais satisfait, on n'est jamais rassuré. Et puis, de ne pas étouffer les autres tout le temps par la demande de nourriture et la demande de fusionner, etc. Donc, ce qui veut dire que, en fait, le besoin, voilà, donc, nous inhibe encore et empêche la... voilà. Alors, ce qui veut dire, alors, ça aussi, c'est très important, c'est que ça montre aussi qu'en fait, quand on est dans une quête très intense du bonheur, quand on est dans la quête très intense de l'amour, dans la quête très intense de la liberté, dans la quête très intense de tout ça, en fait, ça trahit à la fois l'existence d'un besoin et non pas d'un désir, mais ça montre aussi qu'en fait, on n'est pas dans la quête, mais on est dans la fuite. Dans la fuite. Ah oui. Dans la fuite. C'est-à-dire que plus vous êtes dans l'insistance d'acquérir, en fait, plus ça traduit, plus ça reflète le fait que vous n'avez pas eu, et donc vous ne pouvez pas vous autoriser à en avoir. D'accord, parce que c'est vrai que parce que vous ne méritez pas. Voilà, parce que sur le blog, moi ce que j'ai constaté par rapport à personnellement ce que j'avais vécu, mais à ceux que je rencontre, c'est cette démarche, c'est-à-dire on est face à des personnes qui ont des belles réussites sociales, qui ont a priori famille, enfants, enfin je veux dire ça a l'air de rouler complètement, mais on sent bien que ça ne rassure pas, ça n'apporte pas de satisfaction. Donc, est-ce que on est complètement dans ce que vous venez de dire? C'est qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus ancré, qui fait que on est dans des besoins, on court après la réussite sociale, et un schéma, un modèle de famille et un modèle de réussite, mais en fait, on n'a pas trouvé la solution à sa DIP. C'est ça, c'est-à-dire qu'on cherche aussi, alors ce qui bloque aussi, c'est qu'en fait, vouloir résoudre un problème intérieur par des stratagèmes extérieurs. Donc en fait, voilà, donc trouver des solutions à des difficultés affectives, en fait, ça ne fait que multiplier les problèmes. Alors ce qui veut dire que la pire des choses dans la vie, c'est la solution, parce que la solution, c'est la source de tous les ennuis ultérieurs, parce qu'en fait, un vide intérieur, un manque intérieur, une dépression infantile précoce intérieure, une culpabilité intérieure, c'est-à-dire la détresse de l'enfant intérieur, voilà, n'est absolument pas soluble, n'est absolument pas gérable à cause de n'importe quelle solution, aussi géniale soit-il, de l'extérieur. Au contraire, ça va aggraver aussi, parce qu'à un certain moment, le nanti, il est encore plus malheureux que le démuni, parce que le nanti, il va se sentir encore de surcroît coupable en se disant, mais moi, j'ai tout ce qu'il faut, et je ne suis pas heureux, alors qu'il y en a plein de gens qui manquent de l'essentiel. Donc à chaque fois qu'on se trompe de niveau, à chaque fois qu'on se trompe de registre, c'est-à-dire on confond le dedans et le dehors et le dehors, eh bien, on ne peut aller qu'à l'échec. Alors, c'est pour ça que si vous cherchez le bonheur, évidemment, enfin, d'abord, ça n'existe pas. Et donc, ensuite, déjà, vous cherchez, ça veut dire que vous n'avez pas eu, ça veut dire que vous en voulez pas, ça veut dire que vous en avez peur. C'est la radioactivité qui vous fait peur. Donc, c'est le cri du bonheur, c'est-à-dire là, c'est déjà une manière d'avoir de pouvoir se rapprocher du bonheur, c'est déjà d'y renoncer, c'est-à-dire de comprendre que ça n'existe pas, que ça n'est pas au dehors, et qu'en fait c'est pas un objet, mais c'est une disposition, c'est une faculté de recevoir, d'accueil à l'intérieur de soi, et qui demande effectivement l'autorisation du petit garçon ou de la petite fille en nous. D'accord. Mais quand vous dites donc le bonheur n'existe pas, on peut aussi dire que le bonheur en tant que schéma idéal n'existe pas. Mais le fait de se sentir heureux dans sa vie, c'est accessible. Oui, et il est accessible que dans ce que j'appelle la dialectique féconde des contraires,
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être heureux si vous ne pouvez pas être malheureux. C'est-à-dire que vous ne pouvez être heureux que dans la reconnaissance et l'acceptation de la souffrance. C'est-à-dire que si vous refusez, si vous voulez pas souffrir, vous ne pouvez pas être heureux. Si vous n'acceptez pas votre solitude fondamentale de vivant, vous ne pouvez pas avoir des liens avec autrui. Donc voilà, donc la souffrance est très importante. C'est-à-dire si vous passez votre temps à consommer des anxiolytiques, antidépresseurs, etc., si vous ne voulez pas être tourmenté, si vous voulez pas être déprimé, si vous voulez pas avoir mal dans votre corps, d'où la consommation exagérée des antalgiques et de tous les trous de la sécurité sociale, des trous absolument effrayants de la sécurité sociale, si vous n'acceptez, parce que c'est dans la dialectique féconde des contraires. C'est-à-dire que la souffrance est garant du bonheur et limite du bonheur, comme le bonheur est garant de la souffrance et limite de la souffrance. Écoutez, c'est très simple à comprendre. Si, par exemple, vous vous branchez, alors c'est pour ça que je critique la psychologie positiviste. Si vous branchez sur la beauté, vous voulez voir que des belles choses, vous voulez sentir que des belles odeurs, etc., vous voulez toucher que des choses agréables, eh bien, vous ne pouvez pas sélectionner les émotions. Parce qu'en fait, nos yeux, ils voient la beauté, mais ils voient aussi la laideur. Nous sentons le parfum sublime des roses, mais nous sentons aussi des odeurs nauséabondes. Oui. Alors, si vous sélectionnez, en fait, vous ne pouvez pas sélectionner. Si vous tentez de sélectionner, en fait, vous vous anesthésiez. Donc, si vous voulez pas sentir la souffrance et la douleur et la culpabilité et les tourments intérieurs, eh ben, vous n'avez absolument aucun accès à la joie. C'est la dialectique féconde des contraires. Les deux sont absolument insécables. De la même façon, vous ne pouvez pas avoir de liberté du tout si vous n'acceptez pas l'interdit, parce que l'interdit est le garant de la liberté. Mais ça signifie que donc on ne doit pas idéaliser ni la société, ni la vie, ni les personnes, et ça signifie qu'il faut aimer la réalité. En fait, il faut arriver à être ancré dans la réalité et à aimer la réalité avec ce qu'elle a de haut, de bas, de routinier, d'amusant, de déprimant, enfin entre guillemets. Oui, enfin, accepter, je dirais plus reconnaître. Reconnaître. Parce que reconnaître, ça veut dire voilà, donc vous reconnaissez. Et après, ça ne veut pas dire que vous devez vous soumettre. Ça ne veut pas dire que vous devez vous résigner. Justement, c'est la reconnaissance de la réalité ou la reconnaissance de l'autre, ou la reconnaissance de soi-même, justement, qui nous permet d'avoir une marge de manœuvre et d'avoir un tant soit peu une force de changement. Mais donc, voilà, donc ce que j'essaye de dire, c'est qu'il ne faut pas que nous soyons dans le déni ou dans l'idéalisation excessive, c'est-à-dire c'est pas vrai que la réalité va nous combler, c'est pas vrai non plus que dans une démarche complètement mystique et illuminée, et quelquefois mal comprise du bouddhisme, il faut péjorer, déprécier la réalité ça n'a pas d'importance, etc. Si, la réalité est très importante. Alors c'est pour ça que je dis toujours la dialectique féconde des contraires, c'est-à-dire qu'il faut que les deux, voilà, si vous n'êtes pas branché à votre intériorité, vous ne pouvez pas être dans la réalité, c'est-à-dire les deux sont absolument la face, enfin l'endroit et l'envers de la même médaille. Donc il n'y a pas de mépris. Par exemple, si vous avez un mépris du corps, à ce moment-là, vous tombez dans certaines religions, c'est-à-dire le côté expiatoire et le côté masochiste. Mais le corps, c'est très important. Mais, enfin, j'essaie de dire qu'il ne faut pas tomber dans les excès. Mais ça n'est pas parce que le corps, ça compte énormément, que à ce moment-là, il faut qu'il devienne la source unique de toute la jouissance. Oui. Donc c'est un peu le cas. Oui, parce que on voit que vous parlez des excès, c'est vrai que on voit beaucoup de comportements qui sont des comportements de sport
extrêmes. On voit des comportements aussi, je voulais citer, altruistes. On voit des comportements d'excès de sexe, on voit des comportements d'excès de réussite sociale. Et donc ça, ce sont des leurres qui. Voilà. Alors ça, c'est très intéressant aussi parce que justement, c'est une des conséquences de la dépression infantile précoce, de la DIP. D'accord. Donc ça veut dire que la libido ressemble à une espèce de chaudière. Et quand une chaudière fonctionne bien, voilà, il y a une fonction de thermostat. C'est-à-dire, voilà, on chauffe à 20, 21 degrés et puis on descend pas en dessous de 18, vous voyez, enfin, sauf exception. Mais alors, quand il y a la dépression infantile précoce, eh bien, ça se radicalise, c'est-à-dire le thermostat tombe en panne, et puis on tombe dans les deux excès nocifs que j'appelle la dépression ou la perversion. La perversion. C'est-à-dire dans les choses, c'est-à-dire soit, alors là, vous jouissez de tout et de tout le monde sans aucune morale et sans rien du tout. Voilà, dans des comportements, dans des inconduites, pires les unes que les autres. Voilà, donc sans faire attention au désir ou à la souffrance d'autrui, c'est la perversion. Ou alors vous tombez dans la dépression, c'est-à-dire l'extinction ou l'emballement, comme une chaudière. Alors c'est très intéressant parce que plus l'interdit a été péjoré dans notre culture, plus on a voulu devenir on s'est voulu libre et affranchi des contraintes et avoir envie, enfin dire oui à ses envies, et plus le taux des perversions et des dépressions sont en augmentation constante dans nos sociétés. D'accord. Parce que il y a la dépression infantile précoce et parce que la culture, au lieu d'être dans une fonction de thermostat, eh bien, met de l'huile sur le feu en disant oui, allez-y, jouissez, faites, prenez, et voilà, mettez fin à votre vie par exemple, dans l'histoire vous voyez, donc, dont on parle beaucoup en ce moment, hein, donc, l'euthanasie. L'euthanasie, ouais, sur la fin de vie. Mariez-vous les uns avec les autres, parce qu'en fait, même le mariage homosexuel et même l'euthanasie et tout sont finalement le reflet que la société ne peut pas accepter de souffrance et la société ne peut pas accepter de frustration et la société nous dit que c'est bien d'augmenter de plus en plus la marge de liberté. Mais augmenter les libertés, ça revient à diminuer la marge de son autonomie psychique. Augmenter la liberté, ça veut dire l'emprise de plus en plus du besoin au détriment du désir. D'accord. Je sais pas si c'est clair. Hein. Oui, absolument, absolument. Surtout qu'à la lecture de votre livre, on a vraiment une approche très pédagogique. C'est ce qui est intéressant, c'est que chapitre après chapitre, on approfondit à chaque fois les notions, ce qui fait que c'est ce qui m'a beaucoup séduit dans le livre, c'est le fait qu'on puisse accéder à toute cette réflexion de façon aisée. Et ça, c'est vraiment un atout, c'est-à-dire que tout le monde peut lire ce livre. Et ça, c'est très intéressant. Par rapport à ce que on vient de dire, j'en reviens moi à la crise de la quarantaine, qui est un des thèmes aussi récurrents dont je parle sur mon blog, parce que souvent ça permet de schématiser une réaction, je dirais une action, une réaction en tout cas vis-à-vis de la vie que l'on a. Est-ce que vous pensez que la crise de la quarantaine c'est un déclic ou alors c'est plutôt une extériorisation amplifiée de la dépression? Je pense que voilà, c'est une étape. Quarantaine. Pour certaines personnes, c'est un peu après. Pour certaines personnes, c'est un peu avant, etc. Non, mais je pense que c'est une espèce, si vous voulez, de réexamen. C'est une espèce de c'est un moment charnière. C'est une espèce de pont entre l'enfance-adolescence, maturité, la vieillesse, etc. Et puis voilà, c'est à ce moment-là où effectivement on commence à redécouvrir un peu, c'est-à-dire son enfant intérieur, c'est-à-dire tout ce qui était resté en suspens, était resté inachevé, coulé, et vous voyez, c'est-à-dire la question, où suis-je, qui suis-je,
ce que j'ai fait jusque-là, est-ce que j'étais en accord avec moi-même? Est-ce que c'était de l'ordre du désir ou du besoin? Vous voyez? Oui. Et voilà, est-ce que je me suis réalisé? Est-ce que je me suis accompli? Est-ce que je me suis leurré en allant dans le sens du conformisme, de la conformité, et de la pensée extérieure, vous voyez? Donc, voilà, c'est une espèce de regard, d'examen sur soi. Alors voilà, c'est une espèce de voilà donc de ménage un peu sur soi. Alors il y a des gens qui effectivement essayent de rectifier le coup, et puis il y a des gens qui voilà qui ne peuvent pas, qui sont beaucoup trop impliqués et qui continuent comme par le passé, peut-être encore pire alors. Parce que vous savez, la devise que j'avais choisie pour mon blog, changementpositif.fr, c'était vivez la vie qui vous ressemble. Parce que ce que j'avais compris, moi, de ma crise de la cinquantaine plutôt d'ailleurs, c'était ça, c'était de dire, mais est-ce que j'ai vécu la vie qui me ressemble? Et je m'aperçois que c'est une thématique, on va dire, je sais pas si c'est le bon terme, thématique qui est très vite comprise par les personnes qui vont sur mon blog ou celles que je rencontre. Oui. C'est oui, dire, oui. Voilà, c'est vivre la vie qui nous ressemble. Et on s'aperçoit qu'il y a sans doute ce décalage là. C'est ce que vous expliquez là sur le principe de la crise de la quarantaine, où on fait le point à un moment donné. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, est-ce que je suis devenu, est-ce que j'ai répondu, dans la vie que je me suis construite, est-ce que j'ai répondu est-ce que c'est l'enfant intérieur qui me met, ou est-ce que je suis devenu un peu adulte? Voilà, c'est ça, à mon avis, la question. Est-ce que tout ce que j'ai fait, est-ce que c'est par rapport au désir de l'autre, au désir de ma mère, au désir de mes parents, que ça soit ma profession, que ça soit l'amour et la sexualité, etc., ou même mes pensées? Est-ce que je suis dans le mimétisme, ou est-ce que je suis dans le devenir soi? Voilà, est-ce que la personne que je suis, la vie que je mène, est-ce que ça me ressemble, oui? Est-ce que ça fait partie de ma réalisation personnelle, ou est-ce que je consomme, ou est-ce que je suis consommé? Voilà. Oui. Donc, parce que c'est ça que ça veut dire. Voilà, parce que c'est vrai que ce qui ressort souvent, c'est que on a peut-être vécu des rôles ou des statuts qui nous sont communiqués ou imposés quasiment depuis la naissance, où on nous donne des traits de personnalité et des aptitudes peut-être qui nous amènent à cheminer notre vie, mais pas peut-être complètement dans ce que l'on est vraiment. Donc c'est vrai, c'est ça en fait. Absolument. Bon. Ou des fois on peut être déprimé, mais c'est pas sa dépression à soi qu'on porte, mais on porte parce qu'on a gommé la dépression des autres. Donc voilà. D'accord. Enfin, cette démarche, si vous voulez, qui consiste à différencier un peu son désir avec celui ou avec ceux des autres, voilà, ça me paraît absolument primordial. Oui. Vous parlez également d'énergie dans votre livre. Ça m'a bien intéressé, c'est cette notion d'énergie qui paraît essentielle. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots sur cette notion d'énergie? Comment la développer, comment la gérer? L'énergie dans mon esprit, parce que effectivement, d'après Jung, d'après Freud, c'était donc l'énergie était d'essence sexuelle. Voilà, d'après moi, donc je pense que l'énergie, c'est le carburant. Oui. Donc c'est la force vitale, c'est l'énergie psychique, c'est l'envie de vivre. La libido n'est pas d'essence sexuelle. Eh bien, cette libido, dans la maison soi, comme une espèce de moteur, comme une espèce de réservoir de carburant. Voilà, ça nous permet d'investir dans ce que j'appelle notre identité plurielle. Oui. C'est-à-dire la salle de bain, la bibliothèque, la cave, le grenier, la chambre à coucher, la religion, vous voyez. Donc l'énergie, la libido, qui prend des facettes diverses, nous permet de nous réaliser dans des secteurs différents, dans le cadre de l'identité plurielle, c'est-à-dire d'aimer la réalité, d'aimer gagner de l'argent, d'aimer la sexualité, d'aimer manger, d'aimer dans les liens avec l'autre, d'aimer prier Dieu, vous voyez, parce que la spiritualité,
contrairement à ce qui a été dit, n'est pas la sublimation de la sexualité. Vous voyez? C'est peut-être quelquefois la sexualité qui est la sublimation de la spiritualité, une spiritualité non vécue. Donc cette libido, va s'investir dans des domaines divers pour nous garantir le vécu de notre identité plurielle, c'est-à-dire puis de nous investir aussi dans la citoyenneté. Vous voyez, je parle de religion, mais citoyenneté. Voilà, de participer au combat social, de nous révolter, de tout ça. Et alors, parce que justement, en cas de la dépression infantile précoce, c'est que, tout à l'heure je disais qu'il y avait le thermostat tombe en panne, et justement, en cas de DIP, dépression infantile précoce, donc, on n'est plus dans la pluralité des visages, mais on est dans quelque chose de monochrome, de monolithique, c'est-à-dire qu'on ne marche pas sur deux jambes, mais une jambe, vous voyez, donc on est rétréci, et donc on est obsédé par quelque chose. Alors par exemple, si vous voulez, il y a des gens qui sont complètement intello et qui savent pas planter un clou, vous voyez, ils se coupent de leur corps. Il y a des gens qui sont dans la bouffe et dans la sexualité, mais qui n'ont aucune réflexion. Ils n'ont pas de spiritualité, ils n'ont pas d'intelligence ni émotionnelle ni discursive. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont complètement prisonniers de l'émotion, c'est-à-dire ils pensent le cœur, la gentillesse, la tendresse, aimer les uns les autres, etc. Vous voyez, donc ils sont complètement coupés de la réalité à la fois corporelle et sociale. Donc la dépression infantile précoce fait que on n'est plus dans l'identité plurielle, c'est-à-dire le corps, la raison et l'émotion n'arrivent pas à coexister de façon harmonieuse et pacifique, mais on est dans des dissociations. C'est-à-dire on est dans un plan et on n'est pas dans cette espèce d'acrobatie pour pouvoir surfer sur les divers pans de son identité plurielle. Ça aussi, c'est une des conséquences de la DIP. Et c'est vrai que toute cette explication là sur la maison soi, la façon de gérer la multiplicité de ce que l'on doit être et ce que l'on doit vivre est très très intéressant et très détaillé et en fait nous permet de nous poser. Moi, c'est ce qui m'a vraiment plu dans le livre, c'est qu'on se pose à chaque étape et on comprend mieux que l'on peut tout assumer à la condition de le faire avec la bonne énergie et peut-être un certain recul et une acceptation de la simplicité que peut être la vie. C'est ça. Alors c'est pour ça que devenir libre, ça n'est pas de pouvoir faire tout ce qu'on veut, mais se libérer, ça veut dire effectivement se libérer, si vous voulez, de l'unilatéralité de son fonctionnement psychique et d'arriver à être dans l'identité plurielle. C'est ça que ça veut dire la vraie liberté intérieure. D'accord. Parce que sinon, il n'y a pas de paix. S'il n'y a pas de paix entre eux, il n'y a pas de paix. Le sujet ne ressent pas de paix. Oui. Intérieure, de sérénité. C'est vrai que quand on commence à avancer un petit peu vers un chemin justement de compréhension de tout cet univers-là, ce qui revient, le mot, c'est de se sentir apaisé. Donc c'est vrai que la notion de paix est très très importante. Absolument. J'ai noté aussi que on arrivait à la fin du livre. Sur un message qui est quand même un message très rassurant. C'est un message que moi j'ai bien aimé, c'est-à-dire que tout est complexe, la vie est complexe, la personnalité est complexe, l'héritage familial est complexe, la relation, le triangle père, mère, enfant aussi est complexe, les choix de vie sont complexes, le conditionnement nous amène aussi à certaines perturbations, les contraintes matérielles tous les jours nous poussent peut-être pas toujours dans la bonne direction, mais le livre nous amène justement à nous dire que tout est possible, c'est-à-dire que on peut arriver à ressentir le bonheur avec les nuances que vous avez données tout à l'heure, mais ce bonheur il passe par soi, c'est le bonheur d'être soi et de devenir la personne que l'on doit être. Absolument.
Alors, ce que je défends aussi, enfin, vous avez sûrement dû l'apercevoir, c'est qu'en fait, tout à l'heure, je disais, par exemple, vous voyez, dans l'identité plurielle, vivre, c'est la pluralité de ce visage. Alors, justement, l'identité, c'est-à-dire le fait d'être un, ça vient justement de cette pluralité. C'est-à-dire, c'est parce qu'on est dans la reconnaissance de la pluralité, on comprend qu'il y a plusieurs personnes qui habitent dans la maison soi, il y a plusieurs colocataires en quelque sorte. C'est cette pluralité qui nous donne un sentiment d'unicité, nous unifie, nous donne une identité unique. Alors, de la même façon, la reconnaissance, c'est-à-dire déjà la sensibilité par rapport à la complexité, c'est l'idée de la complexité qui nous rend la vie plus simple. Alors que le simplisme, évidemment, ne fait que compliquer. D'accord. Parce que si la complexité simplifie, le simplisme, ça complique l'existence parce que ça nous ampute des pans importants de notre énergie et de notre vitalité, de notre identité plurielle. Donc effectivement, ça nous permet aussi d'être tout à fait sceptiques, si vous voulez, très méfiants et très rejetants et en révolte par rapport aux gens qui présentent les choses de façon simpliste en disant il y a qu'à voter pour moi, il y a qu'à faire telle thérapie et pas une autre, Oui. vous voyez, tel médicament et pas d'autre. C'est-à-dire à chaque fois qu'on est face à un simplisme, c'est effectivement mensonger et manipulatoire parce que la vie est très compliquée, très complexe. Oui, oui, absolument. Et c'est ce qu'on retient beaucoup de l'ouvrage, c'est ça. C'est parce que actuellement on est sollicité, mais de façon très simpliste. Oui, c'est vrai. On va nous proposer des solutions au bonheur. Ouais. Pardon. C'est intéressant aussi parce qu'en fait, plus la vie devient compliquée, parce qu'on peut penser que la vie c'était un peu moins compliqué il y a 20 ans, 30 ans que maintenant, plus la vie devient compliquée avec l'Europe, avec la mondialisation, avec le sida, enfin avec les pesticides, avec je sais pas moi, avec plein de choses, et plus il y a des livres qui paraissent simplistes. Oui. Plus. Oui. C'est tout à fait le cas. Monsieur. Il y a qu'à ça, il y a qu'à faire ça. Il y a qu'à. Oui. Alors que effectivement, les choses, maintenant pour manger, on sait plus quoi manger, hein. C'est très compliqué, hein. Plus la vie devient compliquée et plus voilà, donc, les idéologies simplificatrices se multiplient. Monsieur Davetti, comme on arrive en fin d'entretien, j'ai une question. Quelle action vous pourriez conseiller de mettre en œuvre aujourd'hui pour devenir soi? Est-ce qu'il y aurait déjà un premier pas à faire dès aujourd'hui pour nos lecteurs du blog? Oui, il y aurait beaucoup de choses, mais disons quelque chose qu'on peut dire tout de suite, c'est justement, voilà, peut-être par rapport à cette espèce de dialectique dedans-dehors. C'est-à-dire peut-être parce que beaucoup de gens, leur intériorité est devenue en quelque sorte persécutrice. Ils sont coupés de leur intériorité et ils sont dans une espèce d'idéalisation excessive de l'extérieur. C'est-à-dire quand ça ne va pas, c'est les autres. Et puis pour que ça aille mieux, c'est les autres et les choses du dehors. Alors peut-être qu'on peut conseiller aux gens, enfin si le conseil peut être avoir une certaine utilité, voilà, de se rendre compte de cette espèce de skise, de cette espèce de rupture, de cassure entre leur intériorité et l'extériorité, et parce que ça devient vraiment comme des deux plateaux de la balance trop déséquilibrés. Voilà, de ne pas trop gonfler, de ne pas trop inflationner l'importance positive ou négative de l'extérieur et de ne pas laisser son intériorité trop en jachère. Et donc, voilà, donc se dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'en pense moi, qu'est-ce que je souhaite, enfin, vous voyez, donc revenir un peu à soi, se retrouver, d'établir en quelque sorte un dialogue avec soi-même, avec son intériorité, pour non pas déserter l'extérieur, mais pour réduire un tant soit peu de sa sacralité, à la fois positive et puis à la fois aussi de sa monstruosité. C'est-à-dire c'est pas
parce que tout ira dehors bien, que ça ira bien en moi. Et voilà. Et puis c'est pas parce que, enfin, tout ce qui se passe de pas bien en moi, ça ne vient pas non plus des autres et de l'extérieur. Ouais. Voilà, c'est peut-être ça que je dirais. Merci, Monsieur Nabati, donc pour cet entretien. Non, vraiment merci. Je pense qu'on a vraiment bien fait le tour des éléments qui sont très très détaillés dans le livre. À tous les amis de changementpositif.fr, je conseille ce livre outil. C'est un vrai livre outil qui vous permettra pas à pas de progresser vers l'acceptation de soi, le bonheur qui réside à être soi. Et donc ce livre, Le bonheur d'être soi, est aussi d'une lecture facile, comme je le disais tout à l'heure. Il est vraiment à la portée de tous, et ça c'est très agréable parce que le domaine est complexe et en même temps vous êtes arrivé, Monsieur Nabati, à le rendre accessible. Merci. Donc je vous dis à tous, ne vous privez pas d'avancer vers la vie qui vous ressemble. Au revoir, Monsieur Nabati. Au revoir, merci beaucoup. À bientôt à tous. C'était Didier. Ciao. Ciao.